Moi, je voudrais commencer peut-être par pointer le fait que nous avons eu le mouvement MeToo, qui a été quand même un bouleversement dans la société, et nous n'avons eu aucune grande réforme législative qui a répondu à ce bouleversement, que ce soit dans nos institutions ou même politiquement. Il n'y a eu aucun débouché finalement qui soit à la hauteur de ce que ça a pu représenter dans la société. Ça a mis en lumière l'ampleur du phénomène des violences sexuelles. Les victimes parlaient déjà, ça a permis au moins de les entendre un petit peu parce que les voix ont été réunies. Elles ont eu le courage de continuer de témoigner, de porter plainte encore un peu plus parce que finalement le fait que ça perce le mur du son dans le débat notamment politique et médiatique légitime aussi les démarches et l'organisation collective des victimes pour se faire entendre. La question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est sont-elles vraiment entendues? Aujourd'hui, finalement, après MeToo, il y a des choses qui ont changé, mais si peu, et rien dans la loi en tout cas, et notamment du point de vue de la justice. Il y a eu beaucoup d'interpellations sur les défaillances, sur la réponse aux violences sexistes et sexuelles. On pense évidemment, ça a été dit ce matin, à l'enfer du dépôt de plainte, au processus de revictimisation qu'on peut subir lors des procès, l'ampleur inexplicable, partiellement explicable des classements sans suite, l'absence d'accompagnement des victimes, l'indigence de la prévention. Enfin, on se rend compte que quand même le chantier il est immense en matière de justice pour améliorer la prise en charge et qu'aujourd'hui, les moyens dédiés, en tout cas, ne sont pas sur la table. Et ça, c'est un constat, je pense, que chacune ici peut partager. Il y a eu des moyens qui ont été mis de manière partielle sur la prévention. Aujourd'hui, on a évoqué notamment la question de l'éducation à la vie sexuelle et affective, qui est centrale et qui, pareil, est un combat qui nous anime aussi et qui nous semble être un enjeu majeur de prévention. Mais on se dit qu'aujourd'hui, on touche des limites dans un contexte restreint et en tout cas manifeste d'action insuffisante et que changer la loi pourrait être, en tout cas pour nous, semble un premier pas dans la bonne direction pour avancer et pour changer le paradigme tel que il nous semble nécessaire aujourd'hui. Ça a été rappelé largement ce matin, la question du droit européen et international pose question. Véronique, tu as rappelé en quoi le droit pénal échoue à remplir le rôle répressif, expressif et protecteur. En revanche, cet échec, il nous interroge sur la définition actuelle du viol. Le contexte international, on a un gouvernement aujourd'hui qui se revendique d'une diplomatie féministe au niveau international, qui est reconnue comme telle par un certain nombre de pays partenaires dans les, on va dire, dans les enceintes multilatérales. Mais en l'état, il est manifeste que nous ne sommes pas allés au bout de nos engagements internationaux, et notamment avec la Convention d'Istanbul. Le Grévio, on a parlé largement ce matin de son rôle, mais il a souligné dès 2019 qu'en France, la définition juridique des infractions sexuelles n'est pas fondée de manière explicite sur le consentement libre et non équivoque de la victime. Et plus encore, il souligne que la France, qui ne s'aligne pas sur la définition de la Convention, la France aujourd'hui pallie aux insuffisances qui ressortent de l'évaluation, à savoir, je cite, d'un côté une forte insécurité juridique générée par les interprétations fluctuantes des éléments constitutifs que sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise, et d'un autre côté l'incapacité des 10 éléments probatoires à englober la situation de toutes les victimes non consentantes, notamment lorsque celles-ci sont en état de sidération. Il pointe aussi, ce dont on a largement parlé ce matin, les insuffisances du traitement judiciaire des violences sexuelles. Et effectivement, c'est lié à un problème plus systémique et plus large que la simple définition du viol. Mais le Grévio révèle quand même que, notamment, la faiblesse du taux de condamnation, il relève aussi d'un phénomène qui serait particulièrement marqué dans les cas de viol sans recours à la force, aux viols conjugaux et aux viols sur les personnes handicapées, aux viols incestueux paternels. Vous savez qu'en novembre 2023, il y a eu les discussions au niveau européen avec la directive qui proposait une définition communautaire du viol. Alors il y a eu deux éléments, notamment les désaccords en termes de compétences de la part du gouvernement qui estimait que ça ne relevait pas d'une définition communautaire. Il y a aussi eu du coup une mise en lumière des désaccords sur les conceptions qui ne sont pas d'ailleurs exclusives de la définition du crime de viol entre une définition fondée sur le seul non-consentement de la victime et, comme c'est le cas aujourd'hui en droit pénal français, une définition qui se centrerait sur les faits matériels. Aujourd'hui, on a 15 pays européens sur 27 qui ont opté pour la définition du viol par l'absence de consentement. On y est largement revenu ce matin, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, la France, qui va bientôt rendre publique sa nouvelle stratégie internationale et qui accueillera en juillet une grande conférence internationale sur la diplomatie féministe, il est évident qu'il est attendu de sa part qu'elle se mette en conformité avec le droit international, donc y compris
avec la modification du code pénal, mais aussi avec des moyens substantiels sur la table pour pouvoir permettre une meilleure prise en charge des victimes. Dans les travaux que nous avons menés sur plus d'1 an maintenant, la solution qu'on souhaite proposer à l'issue de ces travaux, pour nous, il est essentiel qu'elle vise à mieux protéger, à mieux réprimer, mais surtout à dire clairement que la frontière entre un viol et un acte sexuel, c'est le consentement. Et il semble effectivement important de rappeler que s'il n'y a pas consentement, ça ne relève pas de la sexualité. Le viol, c'est un rapport de domination, c'est une violence exercée par une personne sur une autre, et donc le consentement est clairement notre ligne de démarcation entre les deux. Et évidemment, dans tout cela, nous sommes attachés à respecter les grands principes du droit. On a le président de la République qui s'est prononcé en faveur, le garde des Sceaux actuel également. On a l'actualité qui pousse aussi la question du consentement dans le débat public. On a la chance d'avoir commencé nos travaux bien en amont de cela, donc d'être complètement libéré d'une forme de pression médiatique et d'avoir un recul en tout cas sur ce qui se passe et d'avoir à cœur de travailler de la manière la plus prudente possible. En disant cela, dans les grands axes qui guident notre travail aujourd'hui, le premier, c'est introduire la notion de consentement. On est arrivé à cette conclusion et à cette conviction, on va dire, assez ferme de la nécessité d'introduire cette notion dans la définition du viol dans le code pénal, en veillant à éviter les pièges du consentement. Et attention, je le précise parce qu'on y a souvent été confronté, on n'est pas là dans une conception libérale du consentement. Et qui pourrait légitimer certains cas. On parlait du cas d'une éventuelle contractualisation, du oui qui pourrait être un oui de manière systématique, et c'est important de le rappeler, ça a été précisé, il faut être en capacité de pouvoir en définir les contours et donc dire quels en sont les pièges et quels sont les éléments qui peuvent vicier le consentement de manière très claire. Le deuxième point, c'est que nous souhaitons maintenir les éléments de la définition actuelle. On l'a dit depuis le début, c'est quelque chose qui est venu très très vite dans nos auditions. Il est hors de question de venir remplacer la violence, la contrainte, la menace et la surprise, tout simplement parce qu'on a des acquis en termes de jurisprudence et qu'une des boussoles qui guide notre travail, c'est de ne pas venir fragiliser les victimes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc il s'agit plutôt de venir élargir, mais en aucun cas venir remplacer les 4 critères ou même invisibiliser ce qu'on caractérise aussi comme la stratégie de l'agresseur au moment où un viol est commis. Troisième point, nous souhaitons donc préciser la façon dont le non-consentement sera apprécié au regard des circonstances environnantes. Pour nous, c'est important. On parle de changement de paradigme. Aujourd'hui, la défense s'appuie sur l'absence d'intentionnalité. Nous, ce qu'on voudrait amener, c'est effectivement amener les enquêteurs, les juges à investiguer davantage les agissements de l'auteur présumé. Quelles mesures raisonnables avez-vous prises pour vous assurer du consentement de la personne? Et dans ce contexte, nous, ce que nous portons, c'est que l'enquête porte aussi sur la façon dont cet auteur a mis en place ces moyens raisonnables pour recueillir le consentement, mais aussi évidemment ses relations, son mode opératoire et un travail d'enquête qui puisse être plus abouti aujourd'hui, là où finalement la porte se referme beaucoup trop rapidement au stade de l'enquête déjà. Quatrième et dernier point, nous voulons évidemment préciser les cas où le consentement ne saurait être déduit, donc le simple silence ou la simple absence de résistance de la victime. Ainsi, on voudrait que les cas de sidération, on l'a dit, c'est 70% des cas où la victime n'est pas en mesure d'exprimer son refus, que tout cela puisse être pris en compte et qu'on puisse apprécier la vulnérabilité des victimes. On a bien à l'esprit que, je le disais, que cette rédaction, elle devra protéger les grands principes de notre droit. On veille, je le disais, à ce que la réforme ne porte pas préjudice aux affaires en cours. Nous ne sommes pas à ce stade sur une rédaction qui est complètement aboutie, mais en tout cas, ce sont les grands principes qui nous guident. Et je le disais, on travaille avec prudence, avec minutie. À la base, la mission devait durer moins longtemps, mais on estime qu'une réforme d'une telle ampleur, ça nécessite qu'on prenne le temps. On citait l'exemple de la Suède qui a pris 2 ans. Donc c'est tout notre attachement d'un travail qui est précis, pas opportuniste et qui a vraiment à cœur d'atterrir sur la meilleure situation, tant pour les professionnels du droit, pour les victimes et aussi pour la société dans sa valeur pédagogique. Donc je terminerai peut-être là-dessus de dire qu'on a particulièrement conscience que ça n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, que ça ne va pas tout révolutionner, qu'on ne va pas résoudre d'un coup de baguette magique en changeant la loi la question des violences sexistes et sexuelles et la question du viol en particulier. Pour nous, c'est une première étape dans un chemin qui est long. On estime que chacune à sa place doit pousser dans le même sens pour pouvoir arriver à une société qui soit, je suis optimiste en disant ça, j'ai envie de dire libérée de toute domination. Peut-être qu'on n'arrivera pas à ça, mais en tout cas avec des rapports entre les femmes et les hommes où la violence
est fortement réduite et j'aimerais dire quasiment inexistante, et en particulier les violences sexistes et sexuelles. Et on a tout à fait conscience que ça ne suffira pas, qu'il y a un énorme besoin de moyens, notamment pour la justice, mais pas que, aussi pour les services de santé, pour les associations qui font tout le travail de prévention, pour l'éducation à la vie sexuelle et affective, et que c'est un besoin transversal qui est partagé par toute la société. Et je terminerai peut-être là-dessus. Aujourd'hui, il y a une coalition d'un très grand nombre d'associations qui présentent 140 mesures à la presse pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Évidemment, nous appelons le gouvernement à se saisir des travaux que nous allons finir de mener, mais aussi à se saisir des travaux qui sont conduits par les associations pour qu'on ait enfin une réelle prise en charge à la hauteur des enjeux sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je vous remercie.